n'oublie pas This meeting is being recorded. Ok, alors je lancer vais mettre OK à l'enregistrement. being recorded. Okay. Oui. Bien. Et Mais bah, écoutez, écoutez, d'abord, Karine, je vous remercie d'être venue. Ce n'est pas la première fois que vous nous faites le plaisir de participer au séminaire. La première fois, c'était il y a très, très, très longtemps. oui, Hein, oui. mais ça veut dire que le séminaire a une vitalité, hein, et que finalement les gens sont heureux de revenir et nous sommes heureux également de vous voir revenir. Je vais donc vous passer la parole, hein, pour intervenir dans cette séance et merci encore à vous. Eh bien, c'est moi aussi qui vous remercie, Thierry Perrault et Xavier Oregan, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir justement dans ce séminaire, hein, qui a une grande longévité et qui a maintenant une belle audience et qui est connu de tous les spécialistes de la Chine en Afrique. Donc, ma venue ici dans ce séminaire, en fait, vient à la suite de l'organisation en mai 2025 à l'IRSEM avec mes deux collègues africanistes, Mathieu Mérino et Alexandre Lauré, d'un événement autour de la Chine en Afrique, des diplomaties alternatives pour de nouveaux enjeux sécuritaires, dont normalement on devrait avoir une étude IRSEM qui devrait paraître incessamment sous peu, à laquelle d'ailleurs nous avons eu la chance et le plaisir parmi plusieurs auteurs de pouvoir compter Xavier Oregan. Donc, dans le cadre de ces questionnements sur les aspects sécuritaires de la Chine en Afrique, personnellement, je travaille sur l'analyse ou la réflexion autour de la construction d'un système de sécurité chinois en Afrique, dispositif qui s'avère, comme le montre encore une fois l'actualité très récente, nécessaire. Effectivement, vous le savez peut-être, le 22 novembre dernier, la plateforme officielle WeChat du MAE chinois a publié un message d'alerte à destination des entreprises et des ressortissants chinois établis dans les provinces nord-est de la République démocratique du Congo pour les avertir de la dégradation de la situation avec la reprise de l'avancée du M23 et l'incursion de groupes affiliés à l'ADF, pour les enjoindre de se rapprocher de la police et des représentations officielles chinoises pour signaler tout danger. Quelques articles autour de cet événement mentionnent effectivement la fermeture de certaines entreprises chinoises, notamment près d'une mine d'or du Sud Kivu, et le départ des personnels pour Bukavu. Cette alerte fait suite en mai 2025 d'un autre communiqué, cette fois-ci publié par l'ambassade de la République populaire de Chine en Afrique du Sud, qui demandait à ses ressortissants d'augmenter sérieusement leur vigilance et leurs mesures de sécurité à la suite du constat de la résurgence de crimes violents visant des Chinois, citant plusieurs cas récents de 2 enlèvements, une violation de domicile et un vol mortel. Le communiqué demandait instamment, et je cite, faire preuve d'une extrême prudence dans le choix des lieux d'affaires et de résidence en évitant les zones à haut risque, choisir des lieux dotés d'une infrastructure de sécurité solide et d'un environnement plus sûr afin de minimiser l'exposition aux menaces criminelles. Ce communiqué concluait en redonnant les numéros de téléphone de la hotline du service d'assistance et de protection de l'ambassade et des 3 consulats chinois, Durban, Cape Town et Johannesburg, ainsi que celui du centre de coopération entre la police et la communauté chinoise, sur laquelle je reviendrai. Ces 2 cas sont loin d'être isolés, vous le savez certainement, et ils s'inscrivent dans un contexte de montée de l'insécurité entourant les intérêts chinois en Afrique, qui se traduit aussi bien par le meurtre de Chinois travaillant dans des activités minières illégales, des enlèvements de ressortissants ou de simples risques, jusqu'à l'évacuation urgente des populations chinoises prises dans le feu croisé des combats locaux. Tous soulignent un problème épineux et nouveau, mais nouveau entre parenthèses, soulevé par la présence de la Chine en Afrique, la nécessaire protection des ressortissants chinois et de leurs biens. Alors, peut-être inutile de le rappeler dans ce séminaire, mais la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 ans. Et en 2024, leurs échanges s'élevaient à environ 295 milliards de dollars américains. Cet essor continu des échanges sino-africains a considérablement augmenté l'empreinte physique et matérielle de la Chine sur le continent, avec un nombre de ressortissants chinois installés en Afrique
dont les évaluations sont comprises entre 55 000 version basse et 1,5 million version haute. Il serait ainsi quelques 20 000 en Angola, 5 000 en République démocratique du Congo et entre 250 et 300 000 en Afrique du Sud. Là aussi, je le rappelle, même si c'est pas nécessaire, mais est concernée au premier chef la main-d'œuvre chinoise employée sur des sites de construction d'infrastructures ou d'exploitation minière et énergétique, les commerces, mais également les commerçants, les employés qualifiés ou non, les fonctionnaires en poste à l'étranger, les étudiants, voire même les touristes, qui comptent parmi les ressortissants chinois aujourd'hui établis ou présents sur le continent africain. Les atteintes aux personnes ou aux biens dont ces ressortissants sont victimes dans ces pays peuvent être liées soit à des situations de conflit, donc indépendants de la présence chinoise, mais elles peuvent aussi viser directement aujourd'hui cette dernière. Inversement, parmi les populations émigrées chinoises, certains individus peuvent commettre des actes délictuels ou criminels, soit à l'encontre de la population locale, soit à l'encontre de leurs co-ressortissants dans ces communautés. Donc, cela menace la sécurité nationale des pays d'accueil et ou celle de la Chine. Alors, deux événements sont parmi les événements, disons, catalyseurs dans la réflexion et la mise en œuvre de ce système de protection par les autorités chinoises. En premier lieu, c'est l'évacuation en 2011 de 35 000 Chinois de Libye à la suite de la chute du gouvernement de Kadhafi. Et le second événement, c'est la prise d'otages en 2015 dans l'hôtel Radisson Blu à Bamako, qui s'est soldée par 19 morts, dont 3 hauts dirigeants chinois de la société publique Railways Co. Ltd. Alors, si le principe de la protection des citoyens chinois établis à l'étranger est prévu par la Constitution chinoise depuis 1982, sa progressive mise en œuvre suit l'expansion internationale des intérêts chinois et bénéficie de sa montée en puissance matérielle. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle que les dirigeants chinois sont réellement confrontés directement à la nécessité de bâtir un système de protection internationale. Cela a commencé par les attaques mortelles, non pas en Afrique, mais subies par des ressortissants chinois au Pakistan et en Afghanistan en 2004, qui va conduire effectivement les autorités chinoises à prôner une diplomatie au service du peuple dans laquelle ils s'efforcent de rendre efficient ce principe de protection. Les réflexions sur la mise en œuvre de cette protection, débutées sous la présidence de Hu Jintao, se poursuivent et se renforcent sous celle de Xi Jinping, et ce d'autant plus, là aussi vous le savez, que le projet économique et politique phare du dirigeant chinois, la Belt and Road Initiative, accroît de facto le nombre d'intérêts chinois en dehors du territoire. Donc cette protection internationale des citoyens chinois et de leurs biens devient une préoccupation centrale des autorités qui ne manquent pas de la rappeler régulièrement dans différents documents officiels. Pour prendre quelques exemples, donc dans le rapport du gouvernement à la 5e session du 12e congrès de l'APN en 2017, l'ancien Premier ministre Li Keqiang déclare, je cite, « Il faut accélérer l'amélioration des mécanismes de protection des droits et des intérêts chinois à l'étranger et la construction des capacités. » La loi de la République populaire de Chine sur les relations extérieures en 2023 précise également qu'il faut accélérer et mettre en œuvre cette protection. Enfin, le livre blanc sur la sécurité nationale de la Chine dans la nouvelle ère, publié en mai 2025, ne manque pas de rappeler la nécessité de renforcer la protection des intérêts à l'étranger, ajoutant qu'en 2024, la Chine a rapatrié en toute sécurité un total de plus de 10 000 compatriotes de zones à haut risque à l'étranger et traité plus de 50 000 demandes de protection consulaire. Afrique et bien sûr, là, ce sont des zones également extérieures. Donc effectivement, la Chine s'efforce de finaliser ce que j'appelle un puzzle sécuritaire en Afrique, lui permettant de faire face aux défis posés par la protection de ses intérêts. Le dispositif est multi-acteur et multiscalaire, il est, on verra, international, mais également étatique, et c'est là-dessus que je vais focaliser mon intervention, mais également au niveau micro-sociétal. Ce volet étatique que je vais vous présenter s'appuie de manière privilégiée sur l'amélioration de la protection consulaire, mais elle nécessite aussi la projection des outils régaliens de sécurité, c'est-à-dire l'armée et également la police. Alors, dans un premier point, je vais vous présenter les principales caractéristiques de cette amélioration de la protection consulaire.
Alors en 2025, sur le continent africain, la République populaire de Chine compte 52 ambassades sur 54 États et 7 consulats, dont 2 en Égypte, 3 en Afrique du Sud. Ces représentations chinoises à l'étranger du MAE se sont considérablement renforcées en nombre, infrastructure et personnel, mais également en qualité. Cette protection consulaire, comme je l'ai dit, était prévue dans la Constitution de la République populaire de Chine de 82. Néanmoins, ce n'est qu'en juin 2023, pour la première fois de toute l'histoire de la République populaire de Chine, voire hantée, qu'il y a un texte spécifique sur la protection et l'assistance consulaire chinoise qui va encadrer donc la mise en œuvre de cette protection. Ce texte est entré en vigueur en septembre 2023. Sur le plan international, là, depuis plus longtemps, c'est-à-dire depuis 1979, la Chine est partie prenante à la Convention de Vienne sur les relations consulaires et elle a signé depuis d'innombrables traités consulaires bilatéraux qui lui permettent justement cette mise en action. Enfin, la Chine a négocié plus de 110 accords de protection de ses investissements avec les pays partenaires. Donc, encadrée par les textes juridiques, cette protection des ressortissants à l'étranger et de leurs biens implique de nombreux acteurs institutionnels chinois. Donc, en premier lieu, comme pour toute question en matière de politique étrangère et de sécurité, les principales instances de décision sont concentrées au sein du Parti communiste chinois. Elles sont élaborées au sein du comité central du PCC et en particulier via le comité permanent du bureau politique. Au sein donc du parti, c'est la Commission centrale des affaires étrangères ainsi que la Commission nationale de sécurité qui jouent le rôle pivot dans ces décisions. Alors, à la tête du Parti communiste chinois, Xi Jinping préside aussi ces deux commissions. Comme le souligne le règlement de juin 2023 sur la protection consulaire, c'est le ministère des Affaires étrangères et ses représentations à l'étranger qui en sont les principaux opérateurs. Et effectivement, depuis 2006, le département des affaires consulaires du MAE a créé un service de la protection consulaire qui se transforme en 2017 en centre pour l'assistance et la protection consulaire. Le MAE et ses différentes donc représentations comptent également sur l'aide et le soutien du ministère du Commerce, de l'Éducation, du Tourisme et encore aujourd'hui, ce qui est plus novateur, de la justice. À côté de ces autorités centrales, si on peut dire, il y a les autorités locales chinoises qui jouent et qui assistent également l'administration centrale dans l'ensemble des activités précitées. Ainsi, les provinces les plus concernées par les migrations et où les activités chinoises à l'étranger, comme le Fujian, le Guangdong, le Zhejiang ou le Jiangxi, disposent chacune d'un service de la sécurité extérieure attaché au Bureau provincial des affaires extérieures. Donc, c'est le département donc, des affaires consulaires du MAE qui développe en amont et aussi en aval la communication et l'information à destination des ressortissants chinois qui souhaitent se rendre à l'étranger et qui séjournent. Alors, comme pour tous les États, là, c'est pas nouveau, la difficulté majeure que rencontrent ces départements en cas d'urgence réside dans la capacité à joindre l'ensemble des ressortissants résidant dans un pays étranger et donc de les répertorier. Alors, le département des affaires consulaires chinoises tente de convaincre ses résidents à l'étranger, notamment en Afrique, de s'inscrire auprès des représentations chinoises locales, en rappelant systématiquement dans toute une série de guides qui sont publiés en amont cette nécessité, en créant aujourd'hui des sites dédiés comme la plateforme Consul chinois, ou en proposant d'utiliser des applications de téléphone mobile. Et ces dispositifs, effectivement, s'appuient aujourd'hui sur le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et par leur intermédiaire de ce que l'on appelle le e-gouvernement, qui en fait est un dispositif qui d'abord a été et qui est d'abord mis en place et testé par les provinces des migrations, le Zhejiang et aujourd'hui le Fujian, qui consiste à gérer les ressortissants à l'étranger par l'intermédiaire de toute une série de services que l'on trouve sur des téléphones portables. Alors, ces dispositifs consulaires sont en première ligne lorsqu'il s'agit d'évacuer lorsqu'il s'agit d'évacuer les ressortissants. On l'a vu dernièrement lors du conflit en 2023 au Sud-Soudan et plus récemment, alors c'est pas l'Afrique mais c'est l'Iran,
au printemps 2025, il y a eu plus de 3500 ressortissants chinois qui ont été évacués vers l'Azerbaïdjan et les pays frontaliers d'Iran. Et cette évacuation via des bus privés a été largement organisée par les services consulaires chinois. Alors, ces services, bien sûr, travaillent en corrélation avec les grandes entreprises chinoises publiques, voire privées, pour organiser ces départs. Alors, ces mécanismes de protection consulaire qui, finalement, s'apparentent à tous les mécanismes des États occidentaux, sont quand même assez novateurs, puisque la Chine, auparavant, n'avait pas ces dispositifs ou n'avait pas surtout à y recourir et à les bâtir. Et comme pour les autres États, ces dispositifs de protection consulaire, même s'ils sont considérablement renforcés, sont nettement parfois Vous avez de nouveau la parole, je crois, mais par contre, l'image est figée. Oui, le micro était coupé. figé. Oui, Alors, là, est-ce que ça va mieux? Là, ça va. On a... Oui. Ok, Alors, c'est bon maintenant. ça a été coupé à partir d'où? Ça a été, alors ça, je peux pas vous dire, mais exactement. Mais Xavier, est-ce que un signe? Si quelqu'un peut me dire où ça a coupé, si ça fait 10 minutes que ça a coupé ou si ça fait 2 minutes. Non, le dernier mot. Oui, c'est ça. D'accord, parce que là, je commençais à faire un... Non, vous êtes le dernier. Ok, pas de souci. Donc, le dernier mot, c'était, alors, donc, je disais que si je reprends donc, si les mécanismes de protection consulaire qui peuvent apparaître totalement communs à des ressortissants des États occidentaux, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour la République populaire de Chine. Et comme pour les autres États et leurs ressortissants, cette protection consulaire, parfois, elle est totalement insuffisante face aux dangers qui menacent les ressortissants, donc pour protéger efficacement les ressortissants et leurs biens, ce qui va amener Pékin lentement et sûrement, c'est ce que je disais, à penser et à réaliser la projection de ses forces de sécurité à l'étranger. Ça va être mon deuxième point. Alors, l'idée de projeter de manière internationale les forces militaires, voire police militaire et police chinoise, est une réflexion qui est latente depuis Jiang Zemin, donc 93-2003. Et cette réflexion autour de l'implication des forces militaires pour la protection des intérêts chinois à l'étranger va se développer sous la direction de Hu Jintao. C'est vraiment lui qui a, alors, entre guillemets, forcé la main aux forces militaires, justement, et à leur appareil décisionnel pour leur expliquer qu'il était nécessaire de mettre cette mission dans les missions de l'armée, puisque, bon, finalement, l'armée, et ça, toutes les armées du monde répliquent, notre mission, c'est faire la guerre, c'est pas d'aller protéger les ressortissants aux quatre coins du monde. Et donc, cette réflexion et surtout cette discussion et on peut dire, enfin, c'est pas un deal, mais disons pour essayer de convaincre de la nécessité d'ajouter cette mission à l'armée, c'est réellement sur Hu Jintao que cela a débuté. Elle va s'appuyer bien sûr sur une vision de la sécurité qui va être élargie aux menaces dites non traditionnelles et sur ce que l'on appelle les stratégies d'implication des forces militaires dans des opérations militaires autres que la guerre. J'utilise l'acronyme OMAG. Avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, ce concept de sécurité nationale, vous le savez, devient explicitement international. Président de la Commission militaire centrale, l'organe de contrôle et de commandement des forces militaires, Xi Jinping donne un cadre institutionnel et opérationnel aux OMAG. Leur importance croissante va se matérialiser, entre autres, par la création au sein même de la Commission militaire centrale d'un bureau pour les opérations outre-mer, outre-mer égale étranger. Ce dispositif va être complété par la mission unique mais importante du ministère de la Défense de créer et d'entretenir des relations avec les autorités militaires étrangères. Donc, selon le dernier rapport publié sur la stratégie militaire, qui date quand même de 2020,
Donc, ces OMAG pourront avoir lieu à l'étranger et sont essentiellement les opérations internationales de maintien de la paix, les opérations internationales de secours, les escortes maritimes, les évacuations de ressortissants à l'étranger, ainsi que les opérations internationales de contre-terrorisme, auxquelles sont ajoutés les exercices militaires internationaux bilatéraux ou autres et la diplomatie de défense. Le dernier livre blanc sur la défense nationale, là aussi 2020, reprend certaines d'entre elles, certaines de ces opérations, et y intègre une catégorie plus large qui m'intéresse, la protection des intérêts nationaux à l'étranger. Et ce texte dit explicitement que cette protection est définie comme une mission de l'armée chinoise. Donc, les OMAG à l'étranger pour la protection des intérêts chinois sont une justification également à l'augmentation du budget des forces armées et sont à l'origine officielle de l'ouverture en 2017 de la première base militaire chinoise en dehors du territoire national, c'est-à-dire à Djibouti. Les OMAG permettent aussi aux forces militaires de protéger directement les intérêts chinois à l'étranger, à l'exemple des escortes militaires menées par les forces navales de l'APL depuis 2008 sous l'égide des Nations Unies dans le golfe d'Aden. Également, utiliser certains contingents de ces forces militaires qui sont mises au service des Nations Unies, au service des missions de la paix pour protéger ses intérêts. Mais là, je vous renverrai à l'article de Quentin Couvreur, hein, qui est spécialiste justement de ces questions. Donc, l'armée chinoise participe également à des opérations d'évacuation de civils, mais elle a ces opérations, en fait, on en compte aujourd'hui 3. La première, ça a été l'évacuation des 35 000 ressortissants chinois en Libye en 2011. La seconde a eu lieu au Yémen en 2015, a permis l'évacuation de 500 Chinois et 2 experts étrangers. C'est important aussi aujourd'hui dans la communication internationale de la Chine de dire qu'elle peut évacuer un certain nombre de ressortissants étrangers qui en ont besoin. Et ça a été aussi le cas pour la dernière opération en 2023 au Sud-Soudan où les forces militaires ont aidé à évacuer 1300 ressortissants chinois du Soudan Sud pour les amener en Arabie Saoudite notamment. Alors, la projection en territoire étranger des forces militaires chinoises pour la protection des intérêts nationaux s'appuie obligatoirement sur une diplomatie militaire très active, qui va se concrétiser par la signature de nombreux accords de coopération militaire. Ces accords sont nécessaires en cas d'intervention des forces armées chinoises, notamment pour faire atterrir des avions ou un droit de passage, ou pour aller plus loin, de demande d'appui ou de substitution des forces militaires locales. De fait, sur le continent africain, la Chine a multiplié ces dernières décennies la signature de partenariats stratégiques impliquant des questions de défense, armement, formation, infrastructure, augmenter également le nombre et le niveau de ces exercices militaires bilatéraux avec ses principaux partenaires. L'un des derniers exemples est l'exercice qu'elle a mené avec la Tanzanie et le Mozambique, dans lequel justement elle a utilisé par exemple son nouvel avion porteur cargo, le Y-20, pour transporter non plus des biens humanitaires, mais des troupes de Pékin jusqu'en Tanzanie. Et justement, ces opérations militaires autres que la guerre vont inclure également la projection de ces forces militaires pour des opérations d'aide humanitaire. Ça fait partie également de ce dispositif. Et dans ce dispositif, donc, elle déploie un certain nombre de bâtiments spécifiques, à l'instar de son navire hôpital, alors le Peace Ark notamment, puisque la dernière mission Harmonie 2024 a visité 11 États africains et donc elle a fait escale dans différents ports africains. Donc ces forces militaires ne sont pas les seuls moyens utilisés par Pékin pour protéger ses intérêts à l'étranger. Elle va les sécuriser également par l'intermédiaire de la projection internationale de ses forces de police. Alors l'expansion internationale de la Chine implique aujourd'hui le ministère de la Sécurité publique. Alors, il est sous la direction, lui, du Conseil d'État. Ses responsabilités, normalement, ont trait au maintien de l'ordre, à la lutte contre les crimes et délits et à l'application du droit. C'est un organe d'information et de surveillance destiné à maintenir la stabilité intérieure, mais il devient
et il est devenu un acteur discret mais majeur de l'expansion internationale chinoise depuis le début des années 2000. Il a pour mandat officiel d'organiser la coopération et les échanges internationaux en matière de sécurité, et il dispose pour cela d'un bureau de la coopération internationale. Voilà, pardon. Cette coopération policière et judiciaire internationale s'appuie là aussi sur des dispositifs multiscalaires, d'abord internationaux, essentiellement par UNPOL, qui est, disons, l'équivalent des forces des Nations Unies pour le maintien de la paix. Enfin, ça fait partie, mais ce sont des unités dites policières, ou Interpol, mais également dans des dispositifs régionaux et bilatéraux. Depuis justement 2012, les plans d'action stratégiques adoptés lors des rencontres des forums de coopération Chine-Afrique incluent un volet détaillé sur ces domaines. Alors, pour vous citer le plan de Dakar 2022-2024, adopté donc lors du dernier sommet du forum, ce document réaffirme que la Chine travaille à étayer avec le continent les mécanismes de coopération policière et d'application de la loi. Elle précise, ce texte précise que la Chine souhaite renforcer sa collaboration avec le mécanisme de coopération policière de l'Union africaine qui a été créé en 2014. Lors du discours d'ouverture du sommet de ce fameux forum, Xi Jinping lui-même déclare que la coopération policière avec le continent sera une démonstration modèle de la mise en œuvre du programme de l'initiative globale pour la sécurité. Il a annoncé également que la Chine offrirait des formations pour 1000 officiers de police du continent, ainsi qu'une assistance matérielle. Des coopérations régionales entre la Chine et certaines organisations ont déjà lieu, notamment, pour prendre un exemple, outre un soutien logistique au mécanisme de la Southern African Standby Force Mechanism, la Chine collabore également avec l'Organisation de coopération régionale des chefs de police des États de l'Afrique australe, et depuis septembre 2024, elle a mis en place une telle coopération avec l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Le premier sommet concernant cette coopération a eu lieu là aussi en septembre 2024, présidé par le ministre de la Sécurité Wang Xiaolong et le ministre de l'Intérieur burundais. Et il a été conclu par la signature par 13 des 14 membres, c'est la RDC qui n'a pas voulu signer le texte, d'un accord global, régional, de coopération en matière policière. Selon Paul Nantolia, qui est un chercheur spécialiste de ces questions également de sécurité chinoise en Afrique, en 2023, plus de 40 pays africains auraient signé un accord avec la Chine sur des questions de sécurité publique. Et depuis 2018, Pékin a obtenu la signature de 13 traités d'extradition avec des États du continent, alors que antérieurement à cette date, elle n'en avait aucun. Le fait est que les participants du continent à ces formations représentent 35% de l'ensemble des contingents formés par la Chine. L'école de police du Fujian, notamment, a lancé un programme de formation en Afrique du Sud depuis 2019 pour le département de la police métropolitaine de Johannesburg, et avec lequel, bien sûr, sur lesquels s'appuie également la construction de ces plateformes de coopération communauté chinoise et forces de police. Donc, Pékin a également construit, vous le savez certainement, des écoles de police, des postes de police, et fournit des équipements de police à de nombreux pays. Là aussi, selon les chiffres donnés par Paul Nantolia, entre 2013 et 2017, la Chine a octroyé 3,56 milliards de dollars américains pour la sécurité publique. Mais ce chiffre serait sous-estimé étant donné que la majeure partie de ces équipements est inclus dans les ventes militaires. Alors, les coopérations policières, alors outre fourniture de matériel, formation, échange, sommets, impliquent également des opérations de police extraterritoriales conjointes. Alors, pour celles qui apparaissent en source ouverte, en 2022, il a été mentionné que les polices ougandaises et chinoises ont démantelé un gang criminel chinois, ce qui a conduit à l'arrestation et à l'extradition de 4 ressortissants chinois.
En 2016, c'était 44 Taïwanais qui sont arrêtés et expulsés par la police kenyane en République populaire de Chine pour des activités frauduleuses. Et il est dit que les services de renseignement égyptiens collaborent avec les services de police et de renseignement chinois, notamment pour surveiller les étudiants chinois qui seraient présents sur le territoire égyptien. Alors, en conclusion, l'Afrique, effectivement, constitue pour la Chine l'un des défis de taille dans la constitution d'un système de sécurisation de ses intérêts. Et les autorités chinoises bâtissent, comme les autres États, un système de protection dont le pivot est la protection consulaire, mais qui tend, là aussi, comme les autres États, à se sécuriser par l'intermédiaire de la projection de ses forces militaires et policières. Néanmoins, si cette stratégie de construction de ce système de protection amélioré permet à Pékin indéniablement d'apparaître à l'égard de sa population intérieure comme extérieure, parce que c'est une demande des ressortissants d'être protégés, et à l'égard des autres États, notamment des États africains comme un État responsable, cette protection et cette construction de ce système présente le risque de ne plus cadrer, y compris accidentellement, avec le principe de non-ingérence, qui est un point central de la politique étrangère chinoise depuis des décennies. Par ailleurs, ce que l'on ne considère pas, et pourtant qui est très important, cette construction de projection et d'un système avec des forces, du matériel, a un coût, et un coût important. Donc, effectivement, aujourd'hui, la Chine pense à améliorer cette architecture de protection pour la rendre plus efficace et surtout moins onéreuse. L'une des solutions semble être le recours, comme dans les États occidentaux, à des moyens civils privés, ce que l'on met aujourd'hui sous le terme et que l'on trouve notamment aux États-Unis, voire en Grande-Bretagne, sous le terme de duty of care, qui en fait est une injonction faite aux grandes entreprises, donc privées, la plupart pour chez nous, qui vont sur ces territoires risqués, notamment en Afrique, de mettre en œuvre un réel système de protection des employés et de prévoir une organisation de protection, mais également d'évacuation. On a cette injonction qui est faite aux entreprises privées, donc de taille peut-être plus moyenne, et aux entreprises alors publiques, mais ça, chinoises, c'est autre chose. De la même manière, on sait, et ce n'est pas dans cette enceinte aujourd'hui que je vous l'apprendrai, que les grandes entreprises chinoises, notamment publiques, font appel aux services de sociétés privées de sécurité étrangère. Plus récemment, des entreprises chinoises privées de sécurité. Mais là aussi, je vous renverrai plutôt au travail de Simon Menet ou d'Alessandro Arduino, qui sont intervenus lors de cette journée et qui ont eu la gentillesse de proposer également des articles pour en savoir beaucoup plus. Dernier moyen que la Chine explore, et non des moindres, c'est dans cette responsabilisation des individus à l'étranger pour être protégés, et notamment en Afrique, c'est de s'appuyer sur des structures civiles, notamment des associations chinoises présentes dans les communautés à l'étranger. Et en fait, comme elle le fait, elle s'appuie sur l'expérience qu'elle a eue en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, de fait, les communautés chinoises donc se sont accrues et ont rencontré de graves problèmes d'insécurité, mais plutôt des incivilités, voire de la criminalité, des vols, des rapts pour rançon, etc. Et cette insécurité a amené les ressortissants chinois à se plaindre et à essayer de s'organiser par eux-mêmes, notamment à gentrifier leur quartier de résidence, mais à organiser par eux-mêmes des patrouilles de citoyens. Donc, pour essayer de chapeauter ces différents groupes privés, eh bien, de fait, il a été organisé une coopération plus importante entre les organisations de la communauté chinoise d'Afrique du Sud, mais également la police d'Afrique du Sud qui collabore étroitement avec la police chinoise pour essayer d'encadrer ces activités de protection. Alors, l'ensemble donc et notamment cette nébuleuse des structures privées va demander à la Chine là aussi de s'adapter
et ça promet une configuration assez intéressante et nouvelle de ces acteurs dits auxiliaires de sécurité et les autorités chinoises. Voilà, j'en terminerai là. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour cet exposé très détaillé sur une question, dirons-nous, que je n'ai jamais effleurée, pour laquelle je n'avais jamais lu grand-chose. Ce qui m'a, euh, ce que j'ai ressenti à l'écoute de votre exposé, c'est qu'en fait, les activités de protection, il y en avait ils pouvaient avoir des objectifs finalement tout à fait différents. Et ces objectifs tout à fait différents pouvaient recevoir des réponses totalement différentes, ou devaient, à mon avis. Dirons-nous quoi? Vous avez la protection des citoyens, la protection des biens des citoyens, la protection des entreprises et la protection des intérêts chinois. Ces quatre protections ne se recouvrent pas forcément et ne vont pas recevoir forcément des réponses identiques, même si parfois vous avez des éléments qui peuvent se recouper. Bon, vous avez, et là, ce que j'aurais aimé pour bien comprendre la situation de la Chine, ce qui ressort de votre exposé, c'est que c'est un processus qui est en élaboration. Donc, les éléments ne sont peut-être pas toujours très nets ou très bien définis. Mais ça aurait été assez intéressant pour moi que vous puissiez faire un peu plus systématiquement une comparaison avec les pratiques, je dirais, occidentales, que ce soit la France. Bon, c'est le cas particulier parce qu'il y a il y a des colonies, des anciennes colonies. La Grande-Bretagne, c'est un autre cas particulier parce que les modes de raisonnement ne sont pas forcément identiques, mais il y a aussi les anciennes colonies. Les USA qui sont dans une situation totalement, mais vous avez leurs entreprises qui peuvent, et leurs ressortissants, qui peuvent rencontrer également des problèmes qui nécessitent une protection. Alors, est-ce que, il y a une stratégie générale ou bien il y a des stratégies qui sont propres à chacun des catégories que je viens d'exposer? Indirectement, vous avez indiqué vous-même qu'il y avait des traitements différents. Par exemple, lorsqu'on parle de la protection consulaire, on pense plutôt aux citoyens qu'aux entreprises en tant que telles, hein, parce que les entreprises, surtout les entreprises chinoises, si il s'agit d'entreprises publiques, à ce moment-là, peut-être que ça se passe de façon par d'autres canaux, je ne sais pas du tout. Mais enfin, du coup, il peut y avoir vous l'avez indiqué à la fin, hein, des interventions qui peuvent, des protections qui peuvent être des protections publiques, mais qui peuvent être des protections publiques fournies aussi par le pays d'accueil. Et puis vous avez ces protections privées. Alors donc d'un côté, il y a des catégories d'activités, et de l'autre côté, vous avez des catégories d'intervention. Et ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir mieux distinguer comment les uns répondent aux autres, comment cela se compare par rapport à la pratique des autres pays. Je demande peut-être beaucoup, hein, parce que nous savons tous que les informations concernant la Chine ne sont pas forcément des informations qui circulent beaucoup, mais je pense que c'est peut-être dû au niveau, par la comparaison que l'on peut faire avec les autres pratiques, avec les pratiques des autres pays, qu'on peut peut-être éclairer la façon dont les réponses chinoises s'adaptent aux problèmes locaux. Enfin, je sais, c'est un gros bébé, je pense que je vous confie, mais si vous avez des éclairages, je serais heureux de vous entendre. Écoutez, merci pour ce gros bébé, parce que effectivement, c'est tout à fait pertinent, et c'est vrai que il serait bien de rentrer plus dans le détail pour voir si effectivement il y a une différence. Alors, en l'état actuel de mes préoccupations et de mes recherches et de ce que j'ai donc un cadre commun qui est la protection des individus et des intérêts à l'extérieur. Et dans cette catégorie, on y met aussi bien effectivement les citoyens que les biens de ces citoyens et des entreprises chinoises. Ça rentre dans cette définition de qui on va protéger. Ça, c'est pour le principe général. Ensuite, dans la mise en pratique, vous le dites fort à propos, il y a des différences de pratique. Alors, les premières qui ont été, surtout sur le continent africain, confrontées à ces problèmes d'insécurité, c'était les entreprises publiques. Ces entreprises publiques
s'organisent d'une manière, disons, plus conforme à la mise en sécurité de leurs employés. Mais parfois, elles ont du mal à mobiliser justement des forces qui soient efficaces, notamment les forces de sécurité, d'où l'appel à des entreprises de sécurité privées étrangères pour assurer notamment les pipelines, enfin ça c'est pour les plus grosses entreprises. Mais comme les acteurs se sont multipliés et que toutes ces entreprises ne sont plus de la taille de celles qui vont exploiter le pétrole au Sud-Soudan, il faut également qu'ils mettent en place une sécurisation. Et ça, c'est exigé notamment dans les textes qui sont sortis depuis 2023 en parallèle de cette protection consulaire. Alors, il existe des différences, mais pour l'instant, ce que moi je peux dire, c'est que c'est surtout je vous donne un chapeau, je vous donne une obligation, la protection, et on voit et on teste comment vous pouvez faire sur place. Nous, en tant qu'État, on peut projeter un certain nombre de choses, la protection consulaire, et on informe, et on travaille avec les diverses entreprises pour informer en amont, pour essayer d'organiser ces évacuations, parce que ce soit les évacuations des grandes entreprises publiques ou les évacuations des entreprises privées de moindre importance, la protection consulaire, le consulaire est primordial. Ensuite, s'il y a d'autres moyens, notamment si en RDC, justement, les forces locales, alors bien sûr, négociées via la diplomatie militaire chinoise, peuvent se substituer à la protection des mines plutôt que les militaires chinois, c'est tout à fait le cas. Alors, ça, c'est plus, comme vous l'avez dit, en construction, et c'est surtout des systèmes qui vont s'adapter à ce qui se passe localement, aux situations locales et à la demande locale. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir faire réellement une distinction entre citoyens, biens et intérêts. Parce que de toute façon, les intérêts, c'est quand même les citoyens chinois et les biens. Parce que si la Chine se met à dire officiellement nous protégeons nos intérêts et qu'elle laisse mourir ses citoyens ou détruire ses biens, à mon avis, et la population chinoise en Chine et celle qui est à l'étranger, y compris les États étrangers, enfin, sur lesquels elle est, ne seront pas très convaincus par le discours de la Chine. Alors, comparé avec les autres États, alors j'ai effectivement pas comparé avec la Grande-Bretagne ou avec la France, mais effectivement, j'ai comparé avec les États-Unis, parce que le modèle de protection que la Chine met en œuvre semble être, et même en le disant, puisque les opérations militaires autres que la guerre, c'est une doctrine américaine, Military Operation Other than War, que les Américains avaient officiellement bâti entre 96 et 2002-2003, repris par un certain nombre d'États asiatiques, pour justement essayer d'utiliser les forces armées pour d'autres opérations que de faire la guerre. Donc ça, déjà dans le modèle. Si on regarde comment aujourd'hui les États-Unis organisent l'évacuation justement des intérêts américains. Alors c'est bien dit, les Américains ne déploient aujourd'hui les forces militaires dans ces États, notamment on l'a vu justement au Soudan, j'avais cet exemple, que pour évacuer le personnel consulaire et officiel. Les autres, c'est débrouillez-vous et surtout prenez des assurances privées. Modèle chinois dans le descriptif de 2023, le Duty of Care, il est impératif que les individus se prennent une assurance lorsqu'ils vont en Afrique, parce que même si on les évacue, à ce moment-là, le coût de l'évacuation sera porté par l'individu ou par les assurances. Donc, il y a cette volonté de copier justement dans ce modèle d'assurance privée de la protection. Maintenant, comme vous l'avez également évoqué, est-ce que on va pas, et je pense que c'est ça la ligne rouge que la Chine ne veut absolument pas franchir, c'est la méthode des États coloniaux pour protéger leurs propres intérêts. C'est-à-dire une collision trop manifeste, une substitution manifeste des forces de sécurité chinoises à la place des forces de sécurité locales pour protéger leurs propres intérêts, quitte à s'imposer en tant que leader politique de ce gouvernement. Ça, je pense que la Chine ne le veut absolument pas, et c'est ce que je vous disais, c'est le risque de la non-ingérence. Donc, elle est obligée d'avoir recours, selon moi, à des dispositifs autres, difficiles à trouver, qui sont en train de se construire et qui sont surtout très adaptés et adaptables à la situation locale. Je ne sais pas si j'ai pu
nourrir un peu le bébé, mais je pense que ça demande d'autres éclaircissements. Oui, et en fait, vous m'avez suggéré d'autres questions à travers cette réponse. Euh, euh, en ce sens, bon, la définition de la stratégie, c'est une définition qui est écrite dans des textes chinois. Bien. Le Tout problème à fait. ensuite, c'est peut-être la même chose, je n'en sais rien pour les pays occidentaux, hein, ça exige une acceptation par les gouvernements locaux. Tout à fait. Et donc, comment ça va se traduire? Alors, ce qui ne veut pas forcément dire que les gouvernements locaux ou que les pays occidentaux ou que la Chine doivent systématiquement envoyer des troupes. Je pense Tout par à fait. exemple à Eramet. Mhm. Eramet avait une politique de protection qui variait selon les circonstances. Soit Tout le à fait. gouvernement local envoyait ses gendarmes, pour protéger les sites, hein. On a vu ça aussi en Algérie avec l'armée algérienne qui protégeait les sites chinois, hein. Ou bien alors Eramet constituait sa propre milice. Mais dirons-nous que on peut très bien retrouver ça aussi dans le cas des entreprises chinoises. Et ce que l'on peut se demander, c'est si cette façon de procéder résulte de décisions qui seraient prises à Pékin, à Paris ou à Washington, ou bien d'accords entre les entreprises et les gouvernements locaux. Ce qui fait que vous avez un déplacement de la façon de mettre en œuvre cette stratégie. Il y a aussi un autre aspect du problème. Si on organise la protection, c'est pour éviter les évacuations. Donc, le problème, ce n'est pas tant est-ce qu'on évacue les gens que qu'est-ce qu'on a fait auparavant. Et Mhm. là, donc, on en revient à la question initiale, hein, que je posais, c'est comment on va traiter des problèmes différents, car on peut très bien considérer si on a un problème, que l'on sauve les hommes mais pas leurs biens, Oui, ou bien de façon très cynique, on sauve les biens mais pas les hommes. Hein. Ou aussi. bien alors on peut très bien considérer que la protection de l'entreprise relève de l'entreprise elle-même. C'est le cas d'Eranet qui va gérer. Ça peut être aussi vraisemblablement le cas d'Orano au Niger aujourd'hui. Et Orano résout ses problèmes alors que le gouvernement français ne peut plus rien faire du tout. Bon. Mhm. Donc, je, et que je reviens sur c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque je parle des intérêts chinois, ces intérêts, ce sont des intérêts qui dépassent les individus et Tout qui à fait. dépassent les entreprises, hein, qui sont des stratégies nationales et non pas politiques, géopolitiques, et non pas des stratégies économiques, individuelles ou collectives quand il s'agit d'entreprises. Donc là aussi, vous avez certainement des moments où vous devez avoir des choix qui vont obliger à sacrifier les autres, même si on déguise la situation. Ok. Tout ça, si vous voulez, c'est vraiment, ce sont les couches sales du bébé, hein. J'ai pas eu le temps de les nettoyer. Non, 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 mais je ne peux que aller dans votre sens, hein, et ce questionnement est tout à fait valable. Donc, bon, alors là aussi, hein, on se prête au jeu et on fait question-réponse, hein, même si normalement les réponses demanderaient peut-être plus d'approfondissement. Mais ce que je comprends, hein, de votre propos et ce que vous mettez en avant, c'est en fait une adaptation aux situations locales et en fonction justement des différents types d'intérêts, si c'est une grande entreprise ou une petite entreprise. Et ces acteurs vont effectivement sur place organiser selon la situation locale et leurs besoins, leur propre défense et leur propre protection. Si on regarde certaines mines en RDC, elles sont notamment dans le sud, hein, leur organisation de protection sont tout à fait semblables à n'importe quelle organisation, n'importe quelle entreprise privée qui s'installe dans ces conditions, avec barricades, avec des gardes qui sont normalement en fait locaux et qui sont en règle générale des gens des forces de sécurité locales qui patrouillent à l'extérieur armés, sachant que normalement les Chinois, les sociétés militaires, etc., chinoises, ne peuvent pas être armés, donc c'est eux qui assurent. Mais à l'intérieur, vous avez des dispositifs de nouvelles technologies qui sont mis en place par certaines sociétés privées de sécurité qui vont justement essayer de sécuriser le site.
Ensuite, ce qu'il y a également, c'est des négociations entre ces acteurs et, par exemple, les forces qui sont en conflit. C'est ce que normalement il y aurait dans le nord de la RDC à l'heure actuelle, où certaines entreprises chinoises disent il n'y a pas de souci pour nous, nous sommes au courant de quand ces deux forces vont se combattre et en règle générale, les intérêts chinois ne sont pas impactés. L'objectif, vous le soulignez à juste titre, c'est de ne pas évacuer. Mais, et c'est là où et la Chine, en règle générale, évacue en tout dernier. C'est d'ailleurs un élément que les autres regardent. Est-ce que les Chinois sont encore là ou pas? Si les Chinois commencent à partir ou à dire bon là ça va pas et il va falloir faire attention, ben là il y a une espèce de sentiment d'alerte. Et c'est vrai qu'en règle générale, les intérêts chinois ne bougent pas. Et c'est d'autant plus vrai pour les communautés chinoises qui sont établies depuis de longues dates, qui elles vont tenter de rester parce qu'elles y habitent maintenant depuis plus de 2 ou 3 générations. Elles ne vont pas partir. Par contre, en cas d'événement majeur, comme en Libye, vous ne pouvez pas faire autrement que de les évacuer. En fait, la Chine n'évacue pas comme ça. Là, en RDC, il n'est pas question pour l'instant de déployer des forces militaires pour évacuer qui que ce soit. En Iran, donc dernière évacuation, c'est des bus qui ont évacué un certain nombre de personnes, vu la gravité de la menace. Maintenant, pour essayer d'en venir à la couche intérêt stratégique, l'intérêt de la Chine, c'est bien sûr d'essayer de maintenir ses intérêts, de les protéger sans offenser ou sans entrer en conflit majeur avec les forces gouvernementales. Et donc, de ce fait, elle négocie, et ça je l'ai dit, la diplomatie militaire, les accords qu'elle passe et dont certains ne sont, enfin pour la plupart, pas rendus en source publique, moi je ne peux pas les lire, mais il est prévu, et il est dit qu'il est à chaque fois prévu, des modalités de protection, de garantie des intérêts, biens et individus dans chacun de ces États. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, et beaucoup de jeunes docteurs s'y emploient, vont dans chacun des pays, RDC, Guinée, Afrique du Sud, pour regarder la situation locale. Là, moi, je brosse, si vous voulez, le cadre général qui va se dégrader en fonction du local. Par contre, cette tendance, c'est pas une règle et on trouve A, B, C, D et ça dans tous les pays. Non, il y a un principe, comme à chaque fois en Chine, qui est élaboré, qui est accepté, qui est donné par les grandes instances publiques chinoises et ensuite, à vous de vous adapter pour faire en sorte d'atteindre cet objectif. Si nous n'arrivons pas à protéger sans évacuer, à ce moment-là, aujourd'hui, on a la possibilité d'aider avec les forces militaires. Voilà. Mais pour les autres couches, je promets, j'essaierai de travailler dans les orientations que vous avez données. Oui, je ne vous embête pas plus. Je vais passer la parole à Xavier. Il y a Ne vous certainement embêtez pas. aussi de quoi vous titiller. Ah, allez-y. Non, ce n'est pas difficile. Bon, merci Karine. C'était vraiment intéressant et dense et riche. Alors c'est vrai qu'après, si on était gourmand, on aurait bien aimé quelques études de cas qui permettent d'exemplifier. Et voilà. Ben ouais, forcément. Mais peut-être pour une prochaine fois. Pourquoi pas. Bon, d'une manière générale, c'est assez complexe de se documenter sur cette thématique large de la sécurité chinoise en Afrique. Bon, il y a quelques auteurs comme Paul Natulia qui le font, c'est vrai, ou comme toi maintenant, mais c'est vrai que c'est assez complexe. Et puis en plus, on est à cheval entre privatisation de la sécurité et puis on reste encore avec des acteurs semi-publics, notamment dans le cas chinois. Donc c'est assez complexe a priori. Pour un néophyte comme moi, hein, évidemment, de faire la part des choses. Et je crois que Thierry l'a un peu rappelé à sa manière aussi. Effectivement, c'est complexe de bien distinguer les choses, sachant qu'on ne peut pas généraliser, puisque a priori, il n'y a pas de politique générale, enfin, concrète, hein, en tout cas, de l'État chinois en la matière. Il y a un flou quand même qui subsiste. Et moi, j'ai l'impression que même au niveau du droit, en fait, chinois, on reste quand même dans une zone grise un peu dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est assez complexe pour moi de démêler les choses. Ça, c'était mon sentiment général, mais après, j'ai des questions quand même un peu plus précises. Quand même.
Donc, est-ce que tu peux peut-être, pour les personnes connectées en particulier, ou qui vont regarder après le séminaire, bien différencier les CSP des SMP et peut-être évoquer le fait que potentiellement, hein, c'est une supposition, mais les CSP, donc les compagnies de sécurité privée chinoises, se militarisent en partie à l'étranger, y compris donc sur le continent africain. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est réel en Afrique? Après, j'ai une question très très particulière, enfin très précise en tout cas, c'était sur Frontier Service Group, qui a été a priori, d'après ce que j'ai lu, cofondé ou co-créé par Prince, le fameux Prince. Donc c'est assez étrange d'avoir un Américain enfin en tout cas quelqu'un comme ça, un occidental pour faire court, qui co-créerait et co-gérerait peut-être également une SMP ou CSP militarisée chinoise qui serait basée au Xinjiang. Enfin voilà, il y a des choses assez troubles à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si tu as des billes, comme on dit, des infos. Euh, alors, j'avais une autre question assez générale cette fois, c'était le lien entre l'application de la sécurité privée, voire publique chinoise en Afrique, donc CSP, SNP, et puis les liens donc avec les OMP éventuellement. Parce que tu parlais du Soudan, peut-être du Sud, peut-être en RDC, voire au Mali, etc. Donc, si tu as des exemples ou des choses à dire sur ce domaine-là. Et une question encore plus précise, mais à mon avis qui serait complexe à répondre, est-ce que la sécurité et la défense ou la protection des intérêts, patrimoine, individus, matériel, etc., est en lien éventuellement avec ce qu'on appelle les centres de promotion du commerce et des investissements chinois en Afrique, qu'on retrouve dans certains pays, pas dans tous les pays, mais qu'on peut retrouver un peu partout, en tout cas dans un certain nombre de pays africains. Euh, donc pour moi, ce sont comment on pourrait appeler ça en français, enfin des sortes d'offices d'intelligence économique, en tout cas des cabinets, mais publics, a priori pilotés par le MAFCOM, donc le ministère du Commerce, qui serait donc nationalisé par pays africain et qui permettrait aux investisseurs chinois ou aux migrants chinois voilà, ils offriraient une forme d'aide à l'établissement, voiture de location, logement évidemment, etc. Et peut-être études de marché économique, voire plus, si affinité. Voilà, alors je suis désolé, je suis gourmand, mais encore deux, trois questions. Euh, Est-ce que tu as étudié un petit peu le cas algérien, puisque apparemment, et Thierry d'ailleurs le rappelait un peu, la sécurité des intérêts chinois, pour faire court, aurait été assurée ou serait assurée encore actuellement par l'armée algérienne et non pas par des CSP, on va dire, chinoises pour faire très court, pour être bref. Donc ce serait un cas peut-être à part en Afrique, pour le coup. Et puis, pardon. Il y a le cas de la province de Cabo Delgado au Mozambique, où là, on est vraiment dans une forme de guerre privée, puisqu'il y a quand même très peu d'acteurs publics, militaires notamment, si je mets de côté évidemment l'armée mozambicaine. Et donc, est-ce que tu peux peut-être, si tu peux, hein, parce que c'est pas forcément le cas, mais est-ce que tu peux nous brosser un tableau bref voilà, de la présence chinoise dans le domaine de la sécurité privée, notamment dans cette province où on retrouve la CNPC en particulier, côté chinois. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu de mes questions. Voilà. Ok, donc il y a quand même pas mal de questions sur lesquelles je vais botter en touche, parce que ces informations, je sais pas comment on peut, enfin, je veux dire, me semble quand même assez difficile, justement, mais en fait, c'est les plus intéressantes. Justement, c'est cette adaptation sur le terrain de ce dispositif. Moi, je prends la partie facile, si on veut, c'est-à-dire que je prends celle qui est, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, il y a la partie immergée de l'iceberg, surtout en matière sécuritaire et surtout dans des zones où il est difficile justement d'appliquer un cadre ferme, etc., où tout est su, tout est bien, etc., etc. Et ça, la Chine n'est pas le seul pays qui est confronté à ce type de problème. Alors, pour essayer de reprendre, alors les questions sur lesquelles je ne répondrai pas, parce que je ne sais pas, notamment la situation de savoir s'il y a des sociétés privées chinoises au Mozambique, qui en fait sont aux prises sur le terrain à un certain nombre d'activités. Je ne sais pas du tout. La seule chose que que j'ai entendue, c'est que justement, effectivement, la Chine essaye
de sécuriser ou de passer un certain nombre d'accords, enfin c'est pas de passer des accords parce qu'elle les a les accords, mais de former un peu mieux et de voir un peu d'avoir plus d'informations sur place, ben, notamment en mettant Mozambique et Tanzanie dans l'exercice militaire. Ensuite, alors ces sociétés privées chinoises ou étrangères, voire, alors bon, on peut les appeler SMP, SMPES, etc. Ça, c'est nous les Occidentaux. Je pense que les Chinois, pour l'instant, voire même les acteurs locaux, ne font pas grand-chose du nom. L'objectif, c'est qu'ils protègent. Donc, puisque au milieu de ça, on peut aussi avoir, et là aussi c'est évoqué, mais les preuves sont difficiles, des sociétés, enfin des associations chinoises qui utilisent en fait des recours à des mafias chinoises qui eux sont notamment mieux armés, qui ont le savoir-faire et qui ouvrent justement des sociétés privées de protection. Donc il aurait été aussi question justement qu'au Mozambique on en ait une, mais alors là même des journalistes avec qui je suis en contact à Washington qui ont fait une superbe enquête sur ces associations de par le monde ont du mal à avoir des informations. Mais je suis preneuse de savoir sur le terrain, d'avoir un modèle de fonctionnement. Je reste persuadée, et c'est pas pour en fait, alors c'est pas pour écarter la difficulté, pour rester simpliste et dire voilà, mon propos est le bon, mais je reste persuadée qu'il y a un cadre, il est très général ce cadre, et ensuite on a justement toute une sorte de dispositifs qui permettent d'adapter la protection sur place en fonction des acteurs qui sont les plus efficaces et les plus efficients et qui vont, disons, se fondre dans le paysage. Je suppose que le Mozambique, c'est pas l'Algérie. Donc, du coup, que l'Algérie ait pu négocier avec la Chine directement en disant, voilà, les intérêts en Algérie, bah, notamment suite, parce que bon, l'Algérie, bon, pour l'instant, est quand même devenue plus sûre, mais c'est quand même les attentats d'Anjamena, c'est ça, vous me direz si je me trompe, qui ont quand même tétanisé un certain nombre d'entreprises privées occidentales et se sont dit, oh, là, il va falloir faire quelque chose. Puisque justement, les histoires de duty of care, on les a vues beaucoup circuler après les attentats de N'Djamena. Si la Chine a réussi à négocier avec le gouvernement algérien que ce soit les forces militaires algériennes qui viennent protéger les intérêts chinois, je pense que oui, la Chine s'adapte si on le lui offre et si on le lui permet. Elle ne va pas justement mettre ses propres forces. Et là, je veux dire, ces forces, elles sont armées, donc pas le problème des sociétés militaires chinoises qui ne doivent pas être armées. Et si les militaires algériens tirent un coup de feu, c'est pas les Chinois qui seront taxés d'avoir tué un ressortissant algérien et enfreint justement le problème de non-ingérence. Donc oui, je suppose qu'il y a justement une mosaïque d'adaptation sur le terrain. Alors, ces sociétés privées militarisées, donc comme je le disais, parce que c'est un sujet qui est là aussi, qui commence à être très bien étudié. Bon, tu étais là, il y a Simon Menet qui a été en charge de les présenter, notamment les sociétés privées de sécurité chinoises, et dont justement le papier va être aussi dans l'étude. Alors, d'après d'après ses propos, bien sûr, et ceux et d'autres qui étudient comme Alessandro Arduino, qui est quand même un des grands spécialistes des sociétés privées militaires chinoises, montre bien que ce phénomène est tout nouveau, qu'il est, qu'il rentre dans cette réflexion il faut trouver des moyens autres que ceux de l'État officiel pour essayer de les protéger. Les Occidentaux et notamment les Américains, notamment avec Frontier, ont ce type de société. Pourquoi ne pas essayer de faire la même chose? Mais on le sait, même si les sociétés privées, et c'est ce que décrit très bien Simon décrivent très bien Simon et Alessandro, ces sociétés, elles existent en Chine, mais pour du gardiennage ou pour des activités, et leur nombre est pléthore. Alors c'est vrai que il y en a à peu près, je crois, si je me trompe pas, mais je me réfère à leurs chiffres, et là je les ai pas exactement, mais je crois qu'il y a que une cinquantaine qui aujourd'hui a des activités à l'extérieur. Généralement, c'est du gardiennage.
c'est du conseil en matière de nouvelles technologies. Et ça, justement, Alessandro Arduino met le doigt dessus, c'est-à-dire que il semblerait qu'il y ait une évolution dans ces sociétés vers une spécialisation sur de la sécurisation cyber. Donc plus avec nouvelles technologies, etc., pour essayer d'évacuer justement le fait d'avoir des hommes en armes qui puissent tirer, voire tuer, même accidentellement, des personnes sur le terrain et à ce moment-là mettre en difficulté le positionnement chinois qui est de nous n'avons pas la même chose que les Occidentaux et nous ne tuons pas les gens pour protéger nos intérêts, pour faire simple, hein, bien sûr. Donc effectivement, on a toute une pléthore de sociétés de sécurité privées qui sont parties en Chine. Là aussi, il y a des règlements très stricts, notamment pour encadrer leurs activités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y ait pas des individus aujourd'hui d'origine chinois qui essaient justement de sécuriser ou de se lancer dans des activités de sécurité en Afrique. Là aussi, Simon donne dans son article l'exemple justement de deux individus qui ont essayé de former une association, une société de sécurité, mais en les armant. Donc là, il y a eu problème parce que ça va totalement à l'encontre de la législation chinoise. Donc oui, faire appel à des sociétés privées étrangères qui, elles, ont le savoir-faire, peuvent être armées et justement enlèvent la connotation chinoise. Ça, la Chine le fait depuis très longtemps, notamment dans les zones pétrolières. En Irak, elle fait appel aux plus grandes sociétés américaines de protection d'intérêts privés. Alors oui, la société Frontier donc a été rachetée par le groupe CITIC et effectivement Eric Prince a été a été l'un des conseillers et fait partie des formateurs, des meilleurs formateurs entre guillemets que la Chine ait eu au départ de cette aventure vers les sociétés privées de sécurité. Il aurait été, alors j'en sais rien, mais il aurait été évincé donc du groupe Frontier en 2021 quand justement la CITIC a repris l'intégralité de Frontier. On sait également, mais là aussi, c'est des bribes d'informations, qu'il a participé justement à la création de centres ou d'écoles de formation pour justement des personnes qui se destinent à aller travailler dans ces sociétés de sécurité, sachant, et ça je l'ai pas dit, mais parce que ça me paraît totalement, disons, évident, mais à la tête de ces sociétés, ce sont soit d'anciens militaires chinois, soit d'anciens policiers chinois. Donc en règle générale, ça reste quand même, alors je dis pas chapeauté, mais il y a quand même un œil de la sécurité publique chinoise sur ce type d'activité. Alors, comme tu le soulignes, il y a là aussi une espèce de myriade de sociétés. Il n'y a pas un seul modèle. Donc moi, en plus, je regarde pas et je connais pas en détail ce type de dispositif. Je sais que en RDC, ils sont totalement différents qu'en Nouvelle-Guinée, que justement au Mozambique, voire en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a des sociétés privées de sécurité qui justement organisent aujourd'hui les patrouilles autour des quartiers des ressortissants chinois, qui fournissent l'essentiel de la main-d'œuvre pour les hypermarchés qui sont détenus par des Chinois. Donc c'est toute une entreprise aujourd'hui, une activité économique à part entière en Afrique du Sud. Mais je pense pas que ça ait la même configuration que celle qui est en Ouganda et qui normalement là aussi serait dirigée par un ancien dirigeant d'une Hongmen, donc d'une triade, etc., d'après un nombre, et par ce qui se passe en Algérie. Donc ça c'est pour ces sociétés. Par contre, tu parlais des centres de promotion des investissements, ou moi ce que j'appelle des chambres de commerce en fait, chambres de commerce chinoises. Alors aujourd'hui, ça prend des tas de noms un peu plus sophistiqués, mais effectivement, ils jouent un rôle, et notamment un rôle d'intermédiaire, qui est essentiel. Quand j'ai interrogé des personnes, et j'ai en règle générale mes collègues africanistes qui sont sur place justement quand il y a des problèmes, je demande mais qui intervient, qui va essayer de demander des informations et qui on va pouvoir solliciter. Mais en général, ce sont ces personnalités, le personnel qui est dans ces chambres de commerce,
qui en fait sont sollicités, y compris par les instances politiques, y compris par les factions différentes. C'est ce qu'on m'a dit notamment à RDC. C'était la personne qui était à la tête de la chambre de commerce là, qui était allée négocier ou qui serait apparue dans les deux camps pour essayer de dire bon, vous vous calmez, c'est pas le gouvernement ou c'est pas des instances dans le consulat ou l'ambassade. Donc le rôle des centres de promotion des investissements va au-delà de ce que tu dis. Ok, fournir bien sûr en priorité des services, y compris comment sécuriser et à qui faire appel sur le terrain pour sécuriser, mais ces personnes qui sont là depuis plus longtemps, qui en règle générale ont les connaissances ou les connexions, les guanxi, à ce moment-là, ils jouent un rôle important lorsqu'il s'agit apparemment d'aller voir l'ensemble des contestataires ou l'ensemble des personnes qui pourraient mettre en danger les intérêts chinois, hommes et biens, sur le territoire africain. Voilà, donc en fait, pour tout ce qui concerne justement les entreprises de sécurité, comme vous voulez, vous pouvez les privées, militaires, etc. Je vous enjoins d'aller voir les travaux de Simon Menet ou Alessandro Arduino, qui a justement publié un ouvrage qui s'appelle Money for Mannheim, qui est absolument extraordinaire sur ces nouvelles sociétés de sécurité privée. Parce que là, je ne pourrais pas rentrer dans plus de détails que ce que j'ai essayé de te donner. Merci. Merci, Kael. Oui. Merci. Xavier, vous avez une question à poser? Non, 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 on peut passer la parole à... Oui, là, on peut peut-être passer la parole à Sam Oz, qui a des questions relatives à l'emploi de mercenaires. Je pense qu'il faudrait qu'il définisse très exactement ce qu'il entend par mercenaire, Oui. chinois ou non chinois, parce qu'un mercenaire chinois employé par la Chine ou un mercenaire chinois employé par une compagnie privée américaine, ce n'est pas forcément la même chose. Pouvez-vous poser votre question, Sam Oz? Ah, tiens. Euh, Il est là pourtant. Ah, son micro ne fonctionne Son pas. micro ne fonctionne pas. Bon, oui, je vais le. je pense que ce qu'il veut demander, c'est est-ce Oui, que oui. les autorités chinoises n'utilisent pas en priorité des mercenaires non chinois en Afrique pour sécuriser les pipelines, les mines, je sais pas, les projets de BTP, de construction, enfin bref, les intérêts chinois, quoi. Je crois que c'est ça en fait le cœur de la question. Oui, mais j'ajouterais que malgré tout, Alors, la meilleure façon de former, excusez-moi, des mercenaires ou des agents pour la protection, c'est d'avoir des citoyens chinois qui se font embaucher par des sociétés privées d'un autre pays. Ils passent totalement inaperçus, hein, parce que généralement, les gens ne se font pas la distinction entre un Chinois, un Coréen, un Japonais, ou etc. d'autres. Donc, et n'oubliez pas que à la Légion étrangère, vous avez quand même un certain nombre de citoyens chinois qui se sont engagés et qu'on a retrouvés par la suite en Afrique. Donc, tout à fait. Alors, donc, est-ce que la Chine, enfin, est-ce qu'il y a des mercenaires chinois qui sont engagés par les sociétés privées, c'est ça la question, Pardon. Xavier? je crois. La question de Sam Oui, Oz. oui, écrit-il. Ouais, Oui, d'accord. écrit-il. Alors, là aussi, je n'ai que. Alors, d'abord, est-ce que. Non, la question c'était est-ce que la Chine utilise des mercenaires pour protéger ses intérêts? D'après ce que j'ai su, d'après ce que je sais, c'est-à-dire en interrogeant notamment des personnes qui travaillent sur chacun des terrains, notamment RDC, Mozambique, Angola, Guinée et Afrique du Sud, et Sud-Soudan. Alors, Sud-Soudan, non, hein, parce que c'est quand même plus difficile, mais normalement, il n'y a pas besoin de mercenaires pour défendre dans le quotidien, puisque la Chine fait en sorte, comme en Algérie, d'utiliser les forces militaires locales qu'elle embauche pour patrouiller autour des sites de ces grandes entreprises. Maintenant, quand il y a un coup de chaud ou quand globalement il faut aller sortir je sais pas, des mineurs chinois qui sont pris notamment à RDC,
et qu'elle fait appel justement à une société privée pour les évacuer ou pas, est-ce que dedans il n'y a pas des mercenaires étrangers et notamment fournis par Eric Prince via ces réseaux? Parce que je prends un exemple là, justement avec cette année, lors des événements, multiples événements qui ont eu lieu en RDC, notamment dans le nord, nord-est, il a été, c'est une information qui est parue, mais comme d'autres, disant que Eric Prince aurait embauché des mercenaires en provenance de Roumanie pour les amener justement défendre un certain nombre d'intérêts. Est-ce que c'est des intérêts chinois ou des intérêts américains ou des intérêts français? Ça, j'en sais rien. C'était pas paru dans l'information. Maintenant, comme l'a précisé Thierry, la définition de mercenaire, ça a une définition là très officielle et internationale. Et je veux dire, celui qui va s'engager, normalement, c'est celui qui s'engage à combattre sous une force étrangère et qui se fait payer pour ça, qui est un mercenaire. Maintenant, alors la question qui en fait sous-tend ce type de réflexion, c'est est-ce que ces sociétés s'apparentent aux sociétés russes? D'après les écrits, là aussi, des spécialistes de ces questions-là, pour l'instant, on est vraiment très loin du modèle russe de société privée de sécurité en Afrique, voire ailleurs. Que ce soit Simon Menet ou Alessandro Arduino, dans ses écrits, pour l'instant, une des caractéristiques des sociétés privées chinoises, militaires ou privées, comme vous les appelez comme vous voulez, c'est surtout ne pas faire le modèle chinois. Maintenant, et c'est mon dernier point, qu'il y ait des individus chinois qui aujourd'hui vendent leurs services à des militaires, à des armées étrangères, pourquoi pas? J'en sais rien. Je vois pas ce qui leur interdirait de le faire ou de ne pas le faire. Je vois pas. Mais pour l'instant, c'est pas un modèle de référence. On n'en est pas à un développement d'un mercenariat chinois qui va s'employer pour justement protéger ses intérêts. Et ça, je parle sous couvert de ceux qui sont spécialistes, puisque j'ai quand même si j'ai pas étudié, j'ai quand même lu leurs études. Voilà pour la réponse. D'autres questions? Oui, qui souhaite poser des questions? Et voilà, il me dit, je pensais au modèle russe. Non, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment un modèle là, qui est écarté de manière officielle et même sur le terrain du modèle russe. Alors peut-être qu'un jour la Chine arrivera à ce modèle, mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas le modèle. Le modèle de protection, c'est le modèle américain, des sociétés du type Prince. Ça, c'est le Graal pour les sociétés privées chinoises d'arriver à ce niveau-là. Si en plus elles peuvent se spécialiser dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, via Huawei, etc., parce que là, elles ont le matériel et la technologie pour le faire, c'est encore mieux. Pour l'instant, le fait de devenir Africa Corps ou anciennement milice Wagner, etc., non, c'est pas du tout le modèle et c'est ce que disent les spécialistes de la question. À la différence près que le modèle américain, il repose sur l'après 2001 et les contrats gouvernementaux octroyés. D'ailleurs, elle est proche de Bush à l'époque, mais bon, c'est une autre question. Et donc, on a une privatisation en fait de la sécurité. Voilà. Alors qu'en Chine, on n'est pas certain. Enfin, c'est à toi de nous répondre, mais ou d'autres collègues, mais on n'est pas certain que l'État chinois donne des contrats. Et évidemment pas à cette mesure-là, pas à ce niveau-là, à des sociétés, à des entreprises de sécurité privée. Si. Tu as prononcé en fait le terme. C'est la question de la privatisation. Comme je l'ai dit, l'un des soucis avec cette protection à rendre plus effective, c'est le coût. Et ça, en fait, les gens pensent toujours idéologie, etc., et mettent en fait de côté les histoires de coûts. Mais que ce soit les États-Unis, la France ou la Chine, dans ce type de problème-là, c'est un problème de financement et de coût. Alors que ce soit, si on déploie ses propres hommes, il faut quand même les ravitailler, il faut quand même payer un certain nombre de choses sur le terrain. Donc ça, on le paye avec quoi? Soit on se paye sur la bête, et alors à ce moment-là, on se trouve sur un système Africa Corps, soit c'est l'État qui va fournir dans son budget de quoi payer le maintien des forces militaires sur un terrain étranger.
Encore faut-il qu'il y ait les moyens et encore faut-il qu'il y ait justement une volonté politique. Donc, ça coûte énormément. Et ça, les gens, en fait, quand on réfléchit à ces questions-là, ça semble être la 18e roue du carrosse. Pour moi, c'est la première roue du carrosse. Et c'est ce qui amène petit à petit les Chinois et les dirigeants et leurs entreprises à essayer de réfléchir à un modèle. Un exemple qui, en fait, étaye ce que je dis, c'est que donc la Chine oblige officiellement toutes les entreprises à avoir un système de sécurité, et notamment de faire appel à des gardiens, voire à des sociétés privées pour essayer de sécuriser leurs locaux. Mais il y a un certain nombre d'entreprises privées qui ne le font pas. Pourquoi? Pas parce que idéologiquement ils sont contre, mais parce que ça leur coûte cher, et donc ils ne le font pas. Et donc à ce moment-là, quand arrivent les problèmes, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'il y a des problèmes, il ne faut pas non plus exagérer, mais quand le jour où il y a des problèmes, jusqu'à présent, qu'est-ce que faisait ce type d'entreprise ou de citoyen? C'est l'État, coucou, sauvez-moi. Jusqu'à présent, la Chine le faisait gratuitement. Or, aujourd'hui, y compris dans le texte de 2023, il est dit que si les forces de sécurité chinoises et si la Chine est obligée d'intervenir publiquement pour garantir des intérêts privés, cet acteur privé, individuel ou entreprise, serait obligé de payer le billet de retour, payer le gardien, payer tout ce qu'il faut de nécessaire. Donc, il y a une question de coût. Donc, il va falloir essayer de trouver, de s'adapter. Alors, justement, dans ces coûts, OK, pour des grandes entreprises, comme Thierry les mentionne, du type en Algérie, voire au Sud-Soudan, où là, c'est des grosses entreprises énergétiques avec des pipelines, etc. Là, peut-être engager justement des sociétés privées du type Frontières ou autres qui sont très chères, mais qui sont très efficaces. Mais pour l'essentiel des entreprises minières en RDC, voire les entreprises d'infrastructure en Guinée ou en Angola, eh ben c'est débrouillez-vous. Débrouillez-vous pour trouver un système qui vous permet de vous protéger. C'est pas, on va pas déployer les moyens de l'État. Et donc, du coup, il y a cette espèce de tiraillement qui est toujours présent. Mais le coût, il est réellement là. Et justement, après les années 2000, et notamment à N'Djamena, le duty of care, c'est le joli terme employé par les États occidentaux pour dire aux entrepreneurs privés, débrouillez-vous, parce que nous, on n'a plus les moyens d'assurer ce type de protection, d'autant que États coloniaux, on peut plus, ça n'existe plus, et de ce fait, c'est à vous à le faire. Donc, ça augmente les coûts, donc ça fait baisser la compétitivité, donc ça les rend moins attractives. Il y a un tas d'entreprises qui ne veulent pas le faire, y compris chinoises. Je dirais que c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que ça peut expliquer aussi d'autres phénomènes. En ce sens qu'on a vu ces dernières années la stratégie des zones économiques spéciales guidées de Pékin se déliter. Oui. Et effectivement, si la Chine n'assure plus systématiquement une protection, ces zones économiques spéciales, qui sont chinoises, bien entendu, perdent une partie de leur substance et de leur intérêt pour les investisseurs chinois. Alors, ils ont toujours une bulle, dirons-nous, culturelle, mais il n'y a pas cet entourage ou il n'y a pas cette protection que pouvait apporter la Chine. Et ça peut être un facteur supplémentaire pour expliquer le revirement auquel on a pu assister. C'est certain qu'en tant qu'entrepreneur, et notamment pour les entrepreneurs privés qui aujourd'hui quand même existent en Chine et même en dehors, ces entreprises-là, si elles vont dans un pays s'installer, elles font des investissements et qu'elles ne sont pas assurées justement d'avoir une sécurité et qu'elles perdent tous leurs investissements, forcément, elles iront en reculant. Donc, la Chine qui veut quand même pousser à ce que ces entreprises aillent à l'étranger, c'est pour ça aussi qu'elle négocie justement avec un certain nombre d'États, que ce soit les États qui arrivent à assurer la protection des intérêts chinois ou des investissements chinois dans la mesure du possible. Mais enfin, de toute façon, c'est pas une histoire aboutie. Comme vous l'avez dit, c'est un bébé. Donc, il va grandir, ce bébé. Donc, on va encore avoir le temps de voir comment il va grandir et quelle forme il va prendre. Mais ce qui est intéressant de souligner, alors c'est peut-être banal, c'est que, en fait, cette préoccupation-là, elle est nouvelle. Et elle est nouvelle pour un État qui se dit moderne et qui veut être responsable. Parce que, justement, ça engage un certain nombre de problèmes, notamment au niveau politique,
idéologique, mais aussi au niveau économique. Je vois que Gabriel Savanier a une question à poser. Est-ce qu'il veut s'exprimer par oralement? Ça serait peut-être mieux. Oui, je te fais, si Oui, vous préférez. merci. Oui, merci. Bonjour. Bonjour, Katrina. Pour sortir un petit peu des questions sur les 2GFK et sur les dossiers militaires privés, est-ce que les différents programmes chinois en matière de coopération militaire ou avec les polices locales, ainsi que les formations militaires et policières, contribuent à sensibiliser aux intérêts chinois ou à quelque part apporter plus de sécurité aux ressortissants chinois et aux intérêts chinois à l'étranger, parmi leurs autres objectifs? Oui, ça c'est certain. Alors, pour prendre la coopération policière et pour prendre notamment le problème qui se pose. Alors, c'est à la fois un problème, comme je l'ai dit, lié à des ressortissants chinois qui ont des activités criminelles, soit à l'encontre de leurs propres co-listiers chinois, soit à l'encontre de l'État, enfin, des intérêts locaux. Bien souvent, les polices locales, alors c'est en Afrique, mais en Australie et en France, c'est la même chose, ne parlent pas le chinois. Donc du coup, déjà, que ce soit pour une victime ou pour essayer de comprendre ce qui se dit ou ce qui se passe, par exemple, dans des écoutes, il faut déjà essayer de comprendre la langue. En plus, si c'est dans un dialecte, ça va poser doublement problème. Donc du coup, notamment, les communautés chinoises en Afrique du Sud, mais pas que, se plaignaient de nous, les polices africaines, enfin les polices en Afrique du Sud, quand on y va, on parle pas forcément anglais et eux, ils parlent pas forcément chinois. Donc en fait, ça sert à rien qu'on y aille. Et donc va naître, comme on a aussi au Canada, des polices communautaires qui en fait font le lien. Ensuite, dans les formations des policiers, il y a des leçons, enfin des cours de chinois. Alors, pas tous vont apprendre le chinois, mais ceux qui seront, disons, dédiés à ce type de poste vont apprendre déjà à communiquer avec eux. Ensuite, ils vont apprendre aussi le type, enfin, ils vont être sensibilisés au type de menace qui peut toucher ces ressortissants chinois. Vol, rapt parce que ils ont plus de biens, etc. Voilà. Donc, oui, il y a une sensibilisation et la formation et les échanges participent à cette sensibilisation. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas que la transmission d'un savoir policier ou d'un savoir militaire. Il y a aussi une sensibilisation aux caractéristiques et aux besoins particuliers qu'il y aurait dans les communautés chinoises. Ça, c'est clair et net. Et c'est une chose qui est soulignée, y compris par les policiers locaux qui, justement, sont formés dans les centres de police du Fujian ou ailleurs. Autre question? Oui. Francis Kern, Françoise Nicolas, Oh, Françoise Nicolas. souhaitez-vous intervenir avec plaisir pour nous? Oui, bonjour Karine. Oui, non, mais Bonjour. je n'ai pas de questions particulières à poser, non, je suis désolé. Mais une intervention serait bienvenue. Ouais, c'est pas exactement ma tasse de thé, c'est question de sécurité. Économie, il faut sécuriser quand même un peu. J'écoute cela avec attention, hein, cela étant. Non, désolé. Bon, bah écoutez, ça Je suis bien là. D'accord. Francis Kern. Francis. Écoutez, avec attention, mais je ne suis pas un spécialiste, voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Moi non plus, je ne suis pas un spécialiste. Je me suis lancé dans le bain tout à l'heure. Donc, vous pouvez avoir un point de vue autre ou apporter une réflexion, une réaction. Oui, parce que oui, en fait, pour disons affiner le profil, pour ceux qui me connaissent et apparemment il y en a quand même un certain nombre ici. Moi, ma tasse de thé habituelle, c'est plutôt les relations entre l'État chinois et justement ces communautés expatriées. Donc, le fait est que dans ces volets traditionnels qu'on a avec d'autres États de politique migratoire, de politique du lien, il y a toujours eu la politique de protection, y compris dans les autres États européens ou autres. Et cette politique de protection, aujourd'hui, elle devient effective, justement, de manière assez récente. Alors, je ne dis pas qu'elle devient totalement efficace, mais il y a une volonté, et il y a surtout aujourd'hui les moyens, y compris les moyens politiques, pour la Chine, justement, de mettre en place ces politiques de protection et d'essayer, justement,
de regarder comment, de manière efficace, essayer de protéger les intérêts des Chinois qui habitent à l'étranger. Donc voilà, donc mon cœur de métier, c'est quand même ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les questions sécuritaires qui l'entourent sont d'autant plus intéressantes que dans l'histoire qui débute au début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, cette protection n'a jamais été aussi effective qu'elle l'est aujourd'hui. Oui, mais en fait, Oui. Mais en fait, que vous mettez en avant, c'est en fait, moi je pense, le passage de l'implantation économique des firmes chinoises en Afrique. Au début, c'était protéger leurs ressortissants et les gens qui y travaillaient, leurs experts, et après, c'est la défense de leurs propres intérêts économiques, au même titre que toutes les autres puissances néocoloniales. Voilà, ils sont confrontés au même problème aujourd'hui que les puissances occidentales ou taoïstes. On est d'accord? Enfin, alors, bon, bien sûr, hein, c'est habité dans, mais justement, parce que je pense, les Chinois sont quand même pas stupides contrairement à ce que certains veulent dire, mais le fait est qu'ils le savent, ils s'en rendent compte eux-mêmes. Les sociétés africaines, que ce soit les élites ou les populations locales, le savent aussi. La Chine est là pour faire la même chose, alors, la même chose que les autres États auparavant, c'est-à-dire essayer de profiter de tout ce que peut offrir le continent africain, avec un tant soit peu essayer de faire un win-win. Alors parfois ça fonctionne pas, etc. Mais les sociétés africaines en sont parfaitement, le savent parfaitement. La Chine sait parfaitement quels sont les reproches que justement ces sociétés africaines font. Et justement dans cette histoire de protection, bah oui, on se retrouve dans la même configuration que tous les autres États qui ont des intérêts à l'étranger et qui se doivent, en tant qu'État westphalien et notamment avec un certain nombre d'obligations vis-à-vis de ses propres intérêts et ses propres ressortissants, essayer de mettre en place pour apparaître comme un État responsable, etc. Mais la limite, qui est beaucoup plus difficile que ce que n'était du temps des colonies, c'est que la Chine reste un État qui ne va pas s'ingérer dans les affaires intérieures. Donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de trouver une espèce d'équilibre entre, ok, je mets la main, je m'impose comme force aussi de protection sur ces territoires. À ce moment-là, bah oui, on bouclerait la boucle de l'État colonial ou post-colonial ou proto-colonial qui est là pour protéger, y compris ses propres ressortissants. Donc du coup, le modèle américain aujourd'hui sert énormément parce que le modèle américain, il est essentiellement, officiellement, très privé. Et donc, du coup, la Chine fait la même chose en exigeant, et ça c'est absolument fou, enfin c'est dit dans les textes, vous allez payer à l'État si jamais nous sommes obligés de faire intervenir nos forces régaliennes. Alors ça, c'est dans les cas extrêmes, hein. C'est pas tous les jours qu'on évacue 35 000 ressortissants ni 1300 personnes. Donc du coup, dans les autres, on essaye justement de regarder en amont. Et là, je réfléchis toujours en même temps aux propos et aux suggestions de Thierry qui sont bienvenues, notamment dans ce souci des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elles sont là pour se positionner en amont et pour justement, dans un moindre problématique d'intervention de force, de blessés ou de coups, c'est qualité et coût le meilleur pour justement essayer de pallier à ces problèmes de sécurité. Et je pense que et c'est la même chose dans la gestion des ressortissants, avec le e-gouvernement, avec le fait d'avoir des plateformes en ligne, d'exiger que vous disiez où vous êtes, etc. Mais justement, quand on peut plutôt informer les personnes 10 jours avant ou même 4 jours avant et leur dire maintenant vous prenez vos clics et vos claques et vous sortez à la frontière parce que ça va plus, à ce moment-là, c'est rien, c'est le coût d'un SMS. Maintenant, si la personne ne veut pas écouter, ça, c'est autre chose. Mais la Chine aura fait son travail et de manière peu onéreuse. Donc, je pense qu'en fait, et puis en plus, ça rentre dans la politique de développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, justement de la surveillance et autres, que l'on voit aussi et que vous étudiez, et que vous voyez en tant que spécialiste de la Chine en Afrique sur le continent africain. Djibouti, Huawei, et puis on peut citer d'autres pays en Afrique où ces technologies de contrôle et de surveillance sont aujourd'hui implantées, y compris
dans ces États pour d'autres considérations, mais qui vont être en fait, je pense, un des socles les plus fermes de cette protection et surtout de cette mise en sécurité en amont des problèmes qui peuvent se poser. Mais à travers ces nouvelles technologies, c'est une manière pour la Chine de résoudre cette contradiction, de ne pas faire d'ingérence tout en voulant protéger ses intérêts économiques et ses ressortissants. Je suis absolument d'accord, même si après, il faudra voir qui a les données de ces caméras, etc. Parce que si c'est pour surveiller juste la mine où vous avez l'ensemble des ressortissants chinois qui se promènent pour travailler, etc., c'est un fait. Mais si vous avez également des ressortissants de RDC et des personnes qui sont autour, bah, comme chez nous, je veux dire, le problème se posera entre justement qui a ces données, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Mais ça, c'est la problématique des gouvernements africains. Merci. Oui, je voudrais revenir sur la question de l'ingérence, parce qu'il y a deux concepts. Il y a la non-intervention et la non-ingérence. Alors, la doxa chinoise, c'est que la Chine n'interviendra pas dans les affaires intérieures d'un pays. Mais vous avez eu un grand débat au début des années 2010-2011 qui a envisagé le mode d'application de ce principe de non-ingérence. Et vous avez eu toute une création d'expressions dont la plus délicieuse est certainement ingérence constructive. Et cette ingérence constructive est définie comme tout mode d'intervention, y compris militaire. Donc, vous avez deux choses qui se confrontent et selon le problème qui se rencontre, on va jouer en mettant en avant la doxa ou alors on va mettre en avant la pratique effective. Et disons que tout ce que l'on vient d'entendre à propos de la mise en place de ces protections, ça rentre tout à fait dans cette ingérence constructive qui accepte des présences qui sont tout à fait comparables au type de présence occidentale, même si la mise en œuvre n'est pas toujours identique, etc. Donc, dans notre vocabulaire, il faut qu'on fasse attention à ne pas confondre ingérence et intervention. Non-intervention, c'est le principe de 55, qui d'ailleurs n'a pas été inventé par Zhou Enlai, mais qui a été inventé par Nehru et repris par Zhou Enlai. C'est une nuance historique qui n'est pas négligeable, et c'était à propos des frontières avec le Tibet. Bon. Et disons que ce principe de non-intervention, il a été, il gênait la Chine, c'est explicité très exactement dans les articles scientifiques qui ont été publiés par la Chine, enfin par les chercheurs chinois, il gênait l'extension ou le développement de la présence de la Chine, des entreprises chinoises dans le monde, y compris l'Afrique. Et donc, il fallait trouver un moyen pour justifier un aménagement. Et c'est là où est arrivée cette ingérence constructive. Je trouve que le terme est très beau. Exactement. On a, et effectivement, justement, ce que vous dites là renforce, puisque j'ai dit que ces préoccupations, elles ont commencé à émaner dans les années 2000, sous Hu Jintao, qui se disait, bon, on fait comment si on amène l'armée à intervenir pour protéger, ça va être de l'ingérence, ça va aller à l'encontre, donc il va falloir trouver quelque chose. Et on avait justement, donc, vous le soulignez à bon escient, l'ingérence constructive. Aujourd'hui, on a encore mieux, puisqu'on a l'ingérence négociée, puisque Diaotier, il faut trouver des moyens négociés de protection qui permettent justement aux ensembles des acteurs chinois et non chinois de trouver à s'entendre sur quelque chose pour mettre en commun un outil qui va permettre de protéger efficacement sur le terrain. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'il fallait justement sortir de ces contradictions, parce que de fait, alors c'est pour ça qu'il y a aussi, faut le mentionner, des accords cadres qui prévoient justement, et ça je le dis, avec les autorités locales, le fait que on peut déployer, ou les Chinois peuvent venir sur le territoire du pays en question, ou bien un droit de passage, notamment quand on évacue un certain nombre de personnes, il faut quand même parfois traverser d'autres territoires, d'autres États africains. Et donc ça, la Chine s'emploie dans ces traités, notamment militaires, à négocier
ces conditions pour faire atterrir justement l'Y20, pour etc., etc. Donc là, il y a une volonté de renforcer ce cadre légal et surtout d'acceptation, mais il y a aussi résoudre les contradictions, disons, idéologiques entre ingérence et tout ce que cela va mettre en place. Donc c'est vrai que c'est intéressant encore aujourd'hui d'étudier la phraséologie et les textes de ces spécialistes chinois sur ces questions, qui à mon avis n'ont pas encore trouvé à résoudre, mais on a des formules ingérence constructive. Je trouve ça quand même très fort. Oui. Qui souhaite intervenir? Catherine Coulon? Non, personne? Pas de questions? Xavier? Oui, Xavier? Bonjour Thierry, tu Ah, m'entends? bonjour Catherine. On t'écoute. Merci pour cette intervention qui est très intéressante. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout, mais je me pose la question des relations entre les instances officielles, en l'occurrence les ambassades chinoises sur place, et ces sociétés privées. Comment se passe, en cas de problème, comment ça se passe, la coordination, les relations hiérarchiques, comment tout ça comment tout ça fonctionne? Alors, je vais absolument pas pouvoir vous répondre sur est-ce que il y a, enfin, comment ça se passe sur le terrain, est-ce qu'on a des cas, comment ça a fonctionné, etc. lors d'évacuation, ça je pourrais pas vous dire, j'ai rien, enfin, pour l'instant, même même Alessandre ou même Simon ne donnent pas d'exemple de comment ça se passe au niveau de cette hiérarchie. Officiellement, là, je vous retrace ce qui existe et ce qu'on peut voir. Donc, les consulats, s'il y a un problème, d'abord, émettent un communiqué, essayent de joindre l'ensemble des personnes et des dirigeants d'entreprise et des associations et en leur envoyant un message via leur téléphone portable, puisqu'ils sont tous normalement inscrits, ou via justement les sites de Weixin, consul, enfin allô au consul, etc., où vous avez des messages d'alerte. Le fait est que des messages sont envoyés, ça on le sait, aux entreprises pour dire voilà, renforcez votre sécurité parce qu'il va se passer ça et ça. Prévoyez justement de mettre, disons, en éveil les moyens que vous avez d'évacuation. Alors, quand une société privée chinoise est en travail avec une entreprise, c'est le travail de mise en branle du système va certainement être celui de la société privée. Maintenant, pour les grandes entreprises, si ces sociétés sont globalement affiliées avec des grandes entreprises publiques, voire les forces militaires, je suppose que c'est l'ambassade, l'ambassade, le consulat ou les personnes en relation qui vont qui vont s'adresser à elles. Mais il y a, je veux dire, même pour les Occidentaux, je ne sais pas comment on arriverait globalement, si ce n'est par un témoignage de quelqu'un qui aurait travaillé dans ces sociétés, de nous dire comment le consulat ou l'ambassade les contactait. Aucune idée. Est-ce que c'est l'attaché de défense? Est-ce que c'est l'attaché l'officier de liaison? Est-ce que c'est justement la personne qui travaille dans la chambre de commerce qui va les prévenir? À moins que ce soit même cette société-là qui prévienne le consulat en disant « Oh là, la situation est en train de se dégrader ». Parce que ça, par contre, on sait justement que l'une des missions de ces sociétés, c'est de recueillir l'information et de se mettre auprès des uns et des autres pour savoir si la situation locale est en train de se dégrader. Et c'est eux qui font les allers-retours sur les deux, s'il y a deux belligérants, entre les deux belligérants, en disant bon, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant, la chaîne de décision entre les autorités chinoises et ce type de société, ça, je ne peux pas vous répondre et j'en sais rien. C'est juste j'imagine, mais j'ai pas encore j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui aurait pu m'en parler de manière très claire. D'accord, merci beaucoup. Mais de rien.
Oui. D'autres questions? Non. Écoutez, je crois, Karine, qu'on va vous remercier pour cette séance qui a été Merci très à vous de m'avoir enrichissante. invité, de m'avoir Et écouté. je vous en prie, je vous en prie. Et j'en discutais par chat avec Xavier. On va sans doute demander à Simon Menet de venir à votre suite. Hein, Il est et très occupé, mais si vous nous vraiment vous avez avez alléché. quelqu'un, si vraiment vous avez justement sur ce type de sujet, Simon quand même, enfin tout ce qui est société privée de sécurité, entre autres, hein, il ne fait pas que ça, mais il en connaîtra bien plus que moi. Et alors, si vous le faites venir, j'espère aussi qu'entre-temps, on aura la publication de cette étude et vous pouvez retrouver aussi son papier, le mien et celui de Xavier et bien d'autres auteurs sur l'étude IRSEM hein, qui fera suite à ce colloque. Mais c'est une très bonne idée parce que franchement, c'est le spécialiste francophone de ces questions-là. Bien, bah écoutez, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont été présents et surtout ceux qui ont accepté de poser des questions à l'improviste, titillés par un président de séance qui ne veut pas avoir l'air de monopoliser la parole. Bien. Merci beaucoup à vous tous. Merci Allez, Thierry. au revoir, merci. Xavier. Au revoir. Et à une prochaine fois, j'espère, sur un autre Bah, sujet écoutez, peut-être. vous êtes la bienvenue. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. En Merci. espérant que ça ne soit pas après une dizaine d'années comme la dernière fois. Non, on fera ça beaucoup plus rapidement. Au revoir. Bien, allez, au Au revoir, revoir. Karine. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Xavier, à Merci. bientôt. Bonne journée. Merci Au revoir. Thierry. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.